Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Remaniement ministériel à Ottawa, 39 ministères désormais. De quoi est-ce le signe? Est-ce que c'est le signal que le gouvernement Trudeau est reparti pour la gloire? Est-ce que c'est plutôt une odeur de fin de régime? On en parle avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Bonjour, Patrick. Salut, Rémi. Donc, odeur de fin de régime, poussée positive? Écoute, évidemment, ça dépend qui va parler. Là, du côté des libéraux, on est positif. Quand on regarde ça à l'extérieur, ça ressemble à des manœuvres désespérées. Là, ça m'a frappé ce matin, je ne l'avais pas vu hier. Mais c'est ça, il y a 39 ministres en incluant le premier ministre, donc 38, 19 hommes, 19 femmes. 23 ont changé de poste. 23, donc les 2 tiers du cabinet. Écoute, c'est... Tu sais, dans une équipe de hockey, là, tu vas voir, tu as un de tes joueurs, à l'aile, ça va moins bien un petit peu, ou tu as un défenseur qui a de la misère, qui n'est pas à sa position, ça, c'est correct. Va faire un tour à l'arrière, toi, on va te ramener en avant. Puis, mais quand tu changes les 2 tiers de position, c'est parce qu'il y a un problème qui est un petit peu plus fondamental. C'est peut-être l'équipe au complet le problème, là. Donc, il y a ça que je trouvais intéressant. Le vent de panique. Les circonscriptions des ministres qui ont été démissionnés, qui sont partis volontairement avec des gros guillemets, et ceux qui arrivent, donc les nouveaux ministres. Parce qu'évidemment, il y en a qu'on a déplacés, mais il y en a aussi qui n'avaient pas de portefeuille. C'est assez intéressant quand on regarde ça, parce qu'il y a 7 ministres qui quittent le cabinet, et chacune de ces circonscriptions-là est acquise aux libéraux par une marge qui est assez considérable, dans ce cas lors des dernières élections. Donc, des fois, c'est des marges de 15, 20, 25 %. On peut penser que ça va être des circonscriptions qui vont être assez faciles à conserver, peu importe l'identité de la personne qui se présente, d'autant plus que le paysage politique est divisé. C'est-à-dire que si tu es à 50 %, le deuxième c'est pas, t'as pas un opposant à 40, t'en as un à 25, un à 20, un à 15, là, donc c'est une grosse domination. À l'opposé, les 7 circonscriptions des gens qui n'étaient pas ministres et qui le deviennent, c'est pas mal plus serré. Là. Des fois, c'est même par, quelques points de pourcentage, là, on parle de marge d'erreur. D'un côté, on préserve, on dit qu'on va garder ces comtés-là, et de l'autre, on essaie d'en sécuriser quelques-uns qui sont fragiles en même temps. C'est certain qu'il y a un aspect qui est très politique, je le disais hier, le communicationnel, mais très politique aussi. Puis, quand même nommer une chose intéressante pour faire suite à notre discussion précédente, là, je parlais de Mme Saint-Onge qui s'en va au patrimoine. Il y a une chose qui m'avait échappé puis que j'ai réalisé aujourd'hui, puis c'est nono parce que je le savais, là, il a été dans le journalisme depuis un certain temps, puis elle a été présidente de la FNC-CSN, c'est-à-dire c'est le gros syndicat en information au Québec qui regroupe plusieurs milliers de journalistes et de travailleurs de l'information. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a eu l'occasion de réfléchir pendant plusieurs années au modèle d'information des médias, comment les faire survivre, comment pérenniser. Évidemment qu'il y a eu des négociations aussi avec des patrons de presse. Donc, évidemment, elle aura peut-être un point de vue qui est un petit peu plus syndical, mais elle a quand même une grande connaissance de ce domaine-là. Je voulais le mentionner parce qu'on dit souvent là, que c'est beaucoup des modifications de surface, mais dans ce cas-ci, il y a probablement un bénéfice ajouté, c'est-à-dire qu'elle va retrouver un domaine avec lequel elle était très familière, tandis que dans le cas de M. Rodriguez, c'est un peu plus difficile. Oui, mais M. Rodriguez, c'est une promotion pour lui, par contre. Là. Passer du patrimoine au transport. Transport, c'est un des ministères avec le plus gros portefeuille. On a beaucoup... on parle beaucoup du poids du Québec dans le Canada, mais là, il y a 10 ministres qui sont du Québec. Puis, transport, c'est un gros portefeuille. Donc, je pense que c'est un signal. Là, l'immigration s'est rendu de Marc Miller, qui est le député de Ville-Marie, qui s'en occupe. Donc, c'est peut-être aussi un signal de Justin Trudeau... pour signaler aux Québécois que finalement, le Québec a encore une place dans le projet progressiste. Mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, parce que c'est certain, là, le Québec est un territoire très important pour le Parti libéral. On a tendance à l'oublier quand on regarde la scène provinciale, où le vote du Parti libéral provincial chez les francophones est presque dans la marge d'erreur, puis il existe essentiellement à Montréal. Mais
au fédéral, les libéraux sont quand même assez populaires. Ils ont 37 sièges, je crois. Les intentions de vote sont quand même très élevées. Là. En tout cas, c'est une lutte avec le Bloc pour la première place. Donc, on est dans une réalité qui est totalement différente. Et oui, effectivement, c'est un signal qui est assez fort. Moi, ce que je trouvais intéressant, je dois faire un peu de politique à la fiction avec toi, si tu le permets, parce que je suis un peu naïf parfois, et j'espère, mais on aurait pu nommer des ministres dans d'autres partis. Et ce qui est une chose qui peut sembler absolument inconcevable vu du Canada, mais qui est absolument courante dans à peu près tous les pays européens. C'est même arrivé aux États-Unis à quelques occasions. Là, notamment, Barack Obama avait nommé un ministre chez les Républicains. Et on a un gouvernement qui est presque une coalition. Des gouvernements de coalition au Canada, on n'est pas habitué avec ça, mais le NPD et le Parti libéral, en fait, le Parti libéral gouverne avec l'appui formel du NPD via une entente. Et la chose qui est très étrange, c'est que le Parti libéral a tous les ministres. Le NPD en a aucun, même s'il a imposé des conditions. Et ça cause, selon moi, un grave problème de représentativité qu'on aurait pu corriger. Mais c'est aussi... Même d'un point de vue stratégique, puis là, mettons qu'on se projette là, aux prochaines élections. Là, on voit que c'est nez à nez, les conservateurs et les libéraux présentement. S'il y avait des élections demain matin, il y aurait environ 140 sièges de chaque côté. Les conservateurs ont plus de votes, mais la carte avantage les libéraux, parce que le vote des conservateurs est concentré dans l'Ouest. Donc, ça sera à peu près 140-140. C'est tout à fait possible que les conservateurs aient plus de sièges, mais les néo-démocrates détiendraient la balance du pouvoir ou le bloc, mais probablement qu'il y aurait plus un appui encore formel des néo-démocrates. Est-ce que si les libéraux ont 5 sièges de moins, ça ne veut pas dire que c'est les conservateurs qui vont former le gouvernement? Le Parti libéral pourrait très bien décider, bien écoutez, dire au gouverneur général, nous, on est prêt à former un gouvernement encore. On a encore un appui formel de la Chambre. On a encore une entente. Là, on retournerait dans un territoire qui n'est pas arrivé très, très souvent au Canada. Il y a quelque chose de semblable qui s'était produit il y a presque 100 ans. Mais écoute, ça serait intéressant. Et s'il y avait des ministres néo-démocrates à l'intérieur du cabinet, le cas pour ça, évidemment, là, je parle d'un point de vue libéral. Là, on s'entend, là, du côté des conservateurs, il n'y a personne qui souhaite ça. Mais d'un point de vue constitutionnel, ça serait beaucoup plus solide de dire, écoutez, nous, on va simplement continuer le gouvernement qu'on a en place. On a une coalition formelle, c'est nous qui représentons le plus gros groupe de députés. Et en voulant garder tout le pouvoir pour soi, les libéraux, ils s'exposent peut-être à tout perdre au lendemain d'élection. Oui, puis je pense que c'est Pascal Bérubé qui écrivait sur Twitter que... Ou non, c'était un député du Bloc québécois qui disait, je pense qu'on devrait créer le ministère des Dents pour Alexandre Boulris. Oui, absolument, effectivement. C'était assez drôle, mais c'est une bonne idée. Ceci dit, moi, je pense que depuis longtemps, la meilleure coalition qu'il y aurait, ce serait une coalition entre les libéraux et les conservateurs, des deux partis qui ont déjà été assez proches du centre, même s'ils s'en sont éloignés considérablement. Puis les uns pourraient tempérer les excès des autres. Mais évidemment, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, même si on a déjà vu ça dans des pays d'Europe aussi. Tu veux nous parler de la Fonderie Horn aussi, qui a haussé ses émissions de plomb de 64 % l'an dernier? Ben oui, écoute, il y a une bonne nouvelle là-dessus, même si ça ne paraît pas. Les émissions d'arsenic ont baissé, même si elles sont encore beaucoup plus élevées que la norme québécoise, puis même si elles sont encore les plus élevées au pays, mais les émissions de plomb, écoute, c'est fabuleux. Après tout ce qu'on a entendu ces dernières années sur la Fonderie Horn, écoute, l'année passée, là, c'était presque à tous les jours qu'il y avait quelque chose, puis bon, du côté des émissions, mais aussi de la façon dont la santé publique cachait des informations. Après ça, on apprenait sur des ententes qui avait eu lieu pendant des décennies précédentes. Donc, ça veut dire que le gouvernement était parfaitement au courant depuis longtemps, que c'était problématique. La santé publique savait que c'était toxique, des rapports qui ont été cachés. Et là, les émissions de plomb ont cru de 64 % l'an dernier. Et ça représente quoi? Ça représente 89 tonnes de plomb dans les airs. Pas 89 kilos, 89 tonnes. Je veux dire, c'est comme si on avait expulsé une quarantaine de VUS dans les airs. En tout cas, c'est fait en acier, des voitures, mais imagine que c'est en plomb, ça représente le poids et le volume. C'est absolument saisissant. Et là, tu as la Fonderie Horn qui est premier émetteur au Canada de plomb, d'arsenic, de fluor, d'argent et de sélénium, tous des métaux qui sont très toxiques pour les humains. Évidemment, les gens qui restent autour de la fonderie, qui sont dans le mauvais sens du vent, respirent ça. On sait qu'il
Ça peut donner des bébés plus petits, ça peut donner des problèmes de neurodéveloppement, ça peut causer des cancers de plus, puis tout ça est documenté. Puis là, moi, j'ai juste une question, puis je ne sais pas si toi, tu as la réponse, là, mais comment ça se fait qu'on tolère ça encore? Comment ça que c'est possible? Écoute, moi, je vais te donner la réponse peut-être un peu cynique, mais c'est pour protéger les emplois. Il y a beaucoup de gens en Abitibi qui veulent continuer de travailler là. C'est des emplois payants. D'ailleurs, on dit même en coulisses que c'est un peu pour ça que la députée Terrien a perdu sa circonscription. C'est qu'elle s'est fait la défenseur de l'environnement alors que la majorité de la population semble être derrière la fonderie. Oui, tu as certainement raison. Il y a peut-être un travail, je dirais, un petit manque du côté du gouvernement ici, c'est-à-dire que, un, dans ce cas-ci, faire payer le pollueur, puis deux, après ça, on est dans une période de plein emploi. Puis c'est sûr que, tu sais, dans des petites villes comme ça, des petites villes, en tout cas, dans des villes, des villes en région qui tournent autour d'une industrie, fermer l'industrie, ça a aussi un coût social qui est très élevé d'un point de vue de santé publique aussi, là, c'est de santé psychologique, familiale et ainsi de suite. Mais on est en pénurie d'emploi. On est dans une période de transformation pour toutes sortes d'industries et malheureusement, nos politiques de chômage sont orientées pour essentiellement réorienter les travailleurs vers des domaines où ils étaient déjà, plutôt que des modèles plus modernes de dire, écoute, on va te donner 1 an et demi, 2 ans de chômage, retourne au cégep, retourne à l'université, qualifie-toi dans autre chose. Puis favoriser la mobilité des travailleurs, que ce soit pour aller chercher autre chose, même la mobilité tout court. Il y a peut-être des gens à un moment donné qui voudraient, et là je dis pas de vider les régions, mais je veux dire, si tu offres des opportunités, il peut y avoir des déplacements aussi, puis il peut certainement avoir des opportunités qui peuvent se créer en Abitibi. Mais pour ça, écoute, il faut aider un petit peu, puis il y a une petite déficience ici, encore une fois. Puis moi, je regarde des modèles européens où le chômage est très long, encouragé et formateur. On est à des années-lumière ici. On aurait peut-être intérêt à importer ça. Rapidement, tu veux nous parler de Bernard Drainville qui est en voyage, puis là, il est en Sicile, le feu a pogné. Fait que là, est-ce que ça nous rappelle un petit peu la fameuse phrase sur les GES? Écoute, tu sais le karma, ce que c'est, hein? Le karma, c'est... Là, on se rappelle, là, chez nous, avec les GES, et là, on a Bernard Drainville, qu'on imagine avec les feux de brousse aux trousses, puis là, bon, c'est correct, il est en sécurité, il a quitté la Sicile, il est en Italie, puis tout va bien, là. Mais, et Colin, que ça rattrape, hein, parce qu'il n'y a aucun doute, là, la chaleur, c'est les chaleurs excessives, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques, c'est l'activité humaine, puis la cause principale, c'est les GES. Fait que, tiens, Bernard, le karma a failli le rattraper solide. Mais écoute, on est content qu'ils soient en sécurité, mais c'était quand même quelque chose d'assez intéressant à voir. Ouais, comme on dit dans les dents, Bernard. Patrick Derry, on s'en parle demain. Bonne journée.